Salut Internet, Bascar pour Hypnomachine. Aujourd'hui, on va parler de suicide par nutrition. Samedi, vendredi, ça devait arriver un jour. La 5e couche du gratin de reste de cette semaine, c'est les restes du gratin de la semaine dernière. De vegan dépressif. J'ai dit que j'en avais marre de ces saloperies de légumes. Et de toute l'hystérie qu'on peut trouver autour de l'orthorexie. Cette vidéo est une vidéo qui comporte une introduction. En effet, je suis à peu près sûr que compte tenu du thème qui va être traité dans quelques instants, je vais avoir droit à des dizaines de « oui, mais » en commentaire. Donc, si d'aventure cette vidéo est susceptible de vous trigger un petit peu, essayez de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que c'est que mon travail, de comprendre depuis quel point de vue je parle, regardez la vidéo 32 de la chaîne, regardez la playlist Hypnomachie pour les nuls, que j'ai fait spécialement pour les débutants qui ne connaissent pas l'hypnomachie. Voilà, et par pitié, épargnez-nous les réactions viscérales et tout ce qui relève du conflit mimétique. Waouh, je sais que ça donne envie, une introduction pareille, mais enfin il fallait que je la fasse, puisque compte tenu du thème qu'on va explorer, justement, je n'avais pas vraiment le choix, puisqu'on va parler du vaginisme. Savoir que le vaginisme, on en guérit, en fait. Véganisme... Mais non, j'ai pas du tout un humour de merde, pas du tout. Je ne suis pas un gros connard de vegan, tu le sais bien. C'est vrai. Et au-delà du véganisme, on va parler également du rapport à la viande. Vous attendez quand même pas à quelle vitesse on voit les vaches se faire tuer. C'est pan, pan, pan. Ça s'arrête pas. C'est une bête qui meurt toutes les minutes. Si ça avait été moins rapide, je pense que j'aurais eu le temps de digérer la première vache avant de voir la deuxième se faire abattre. Maintenant, ça me fait plus rien de voir du sang. Je peux aller dans les frigos, voir les têtes suspendues, ça me fait plus rien. Au tout début, quand j'étais pas habituée, je faisais tout le temps des cauchemars. Je rêvais de la chaîne. Mais c'était plus les cochons qui étaient pendus, c'était des êtres humains. C'est la viande qui fait ça. Et enfin, nous allons parler de nutrition en général. Alors, vous qui êtes ici depuis un petit moment, vous vous doutez bien que je ne vais pas aborder la chose d'un point de vue moral ou militant, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, quoi penser, quoi manger. Déjà parce que moi-même personnellement je n'en ai absolument aucune espèce d'idée. Ensuite parce que si vous suivez mon travail, vous avez compris que globalement prescrire des stratégies pures en général, c'est plutôt une connerie. Et pour terminer, et c'est un corollaire du point précédent, il se trouve que nous sommes tous différents et que le respect de cette unicité implique qu'une approche qui serait peut-être trop théorique, trop idéologique, amènerait droit dans le mur. Nous avons tous des gènes différents qui déterminent dans une large mesure ce que nous devons manger. Vous avez comme ça une start-up londonienne qui s'appelle DNA Nudge, qui propose des bracelets connectés qui justement sont basés sur vos préférences génétiques personnelles et qui vous accompagnent dans vos courses afin de vous dire voilà ce que vous devez manger, voilà ce que vous ne devez pas manger. À mon avis, c'est ça la nutrition du futur. C'est certainement pas une espèce d'énorme conseil comme ça dit par le premier idiot venu sur YouTube. Comment voulez-vous être prescripteur nutritionnel, je veux dire, dans un monde où il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes stratégies pour organiser ne serait-ce que leur petit déjeuner? Venez, on va prendre un petit déj. Je suis désolée, moi les petits déj ça me fait gerber. La première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume, disait la Boétie. Et cela se retrouve également dans le domaine de l'alimentation. Bien souvent, nous nous nourrissons conformément aux habitus d'une socioculture, plus ou moins pervasive, certes. Ensuite vient le temps des questionnements, de la remise en cause, une espèce d'adolescence conceptuelle en quelque sorte. Et comme vous le savez, en général, cette phase adolescente se construit en général sur une opposition. Malheureusement, souvent cette opposition dure et en tout cas se rigidifie et peut enfermer les différents acteurs dans des conflits mimétiques. L'abruti là de véganes de merde. Qu'est-ce qu'ils vous font chier les véganes là, hein? Aux commandes de cette action, des antispécistes. Ils s'opposent à toute hiérarchie entre les espèces pour sauver les animaux. Ce sont des individus qui ont le droit de vivre et de quel droit on se permet de les exploiter, de les utiliser, de leur enlever la vie, de les faire naître dans le but de les faire mourir. En fait, si on prend le temps de regarder le conflit mimétique entre les végétariens, les véganes et les carnistes viandards, c'est une question d'épistémologie comme très souvent. On assiste là à un filtre similitude-différence, un métaprogramme, un conflit de métaprogrammes.
Similitudes, différences. Si je regarde les similitudes, eh ben je vais naturellement pencher du côté vegan, c'est-à-dire que je vais me dire il n'y a aucune différence de fond entre l'animal et l'homme, et donc par conséquent, en tout cas cette différence, si elle est là, elle est idéologique, ce qui est parfaitement vrai au passage, et donc par conséquent, je n'ai aucune raison de manger des gens qui sont de la même nature que moi, ok, ça se tient. Et puis vous allez avoir le filtre qui va se concentrer davantage sur les différences, qui va regarder justement à quel point un animal n'est pas un homme n'est pas un animal, et donc par conséquent, il n'y a pas forcément de problème logique à consommer des animaux, on a toujours fait comme ça, etc. Très souvent, je constate que ce genre de filtre n'est pas pointé du doigt, n'est même pas conscientisé la plupart du temps. Les gens sont identifiés à leur filtre et pensent parler du monde, alors qu'en fait, comme souvent, ils ne parlent que d'eux. Et je trouve ça vraiment dommage parce que on pourrait aller bien plus loin que ces espèces de pseudo-combats qui sont tout juste bons à remplir la viduité béante de jeunes adultes qui se sont perdus dans les tréfonds d'internet. Entendez donc bien que mon propos ici ne va pas s'inscrire dans un filtre d'opposition entre carnistes et véganes. Le véganisme, il n'y a pas un club de véganes où on se réunit tous les jours pour prier le grand brocoli sacré. Ce qui m'intéresse dans Hypnomachie, c'est d'essayer de réveiller comme ça un petit peu les lobes frontaux des auditeurs, c'est d'essayer d'atteindre ce que le nutritionniste David Weiss appelle un état d'adulte nutritionnel, et non pas, bien sûr, de nourrir des guéguerres stériles. Parce que l'histoire des 5 fruits et légumes, là, c'est pas faisable. Ah non, c'est des trucs de fiottes, ça. Il leur faut du gras aux enfants, sinon ils vont finir anémiques, je vous le dis. Monsieur. Non, je vous assure, c'est important. Monsieur, s'il vous plaît. On peut recentrer le débat sur des préoccupations plus essentielles? Ah bon, excusez-moi. Évidemment que ça vous intéresse pas la bouffe. Vous êtes une crevette. Ça bouffe que du plancton, une crevette. Les enfants, ils ont besoin de manger. Hein. Bien sûr, il faut prendre le problème à la base. C'est ça qui nourrit le ciboulot. Voilà, donc je suis navré pour ce long préambule, mais il faut bien reconnaître que le véganisme et la nutrition en général constituent pour beaucoup de personnes des nexus, et comme l'écrivait Balzac, les faits pénètrent difficilement les lieux où vivent nos croyances, donc je prends tout ce tas de précautions oratoires avant. Pour commencer, des chercheurs ont déjà identifié un certain nombre de prédispositions génétiques, qui ont donc été sélectionnées darwiniennement, et qui rendent les femmes beaucoup plus méfiantes vis-à-vis de la viande, ça vient de l'époque où elles devaient protéger leurs petits, les protéger des éventuels risques de maladies. Ainsi donc les femmes sont davantage prédisposées que les hommes à ressentir une aversion ou au moins une méfiance pour la viande, vestige d'une époque où les risques d'intoxication en mangeant de la viande avariée étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. L'agneau était daubé du cul. Et à l'instar de beaucoup d'autres sujets, les prédispositions génétiques vont finir par déclencher des habitudes et des stéréotypes sociaux. Johan, tu ne crois pas qu'il faudrait commencer à préparer le dîner? Préparer le dîner? Tu as faim? En fait, oui, et je déteste dîner dans le noir, tu vois ce que je veux dire? Bien, je te demande pardon, je vais m'en occuper tout de suite. C'était que pour moi, je laisserais tomber, mais tu vois, c'est pour ma femme. Elle devient très nerveuse si elle doit manger dans le noir. Alors sois gentil et cours à la cuisine et nous veillerons à ce que tes efforts soient récompensés, ok? Ok. Ainsi, on va logiquement retrouver un certain nombre de passerelles au niveau idéologique, au niveau sociologique. Il n'est pas rare de retrouver, justement, chez les tenants d'une certaine forme de progressisme, chez les adeptes d'une certaine forme de déconstructivisme, et ben justement une espèce d'appétence aussi pour le véganisme, pour les mêmes raisons. Ainsi, justement, on va retrouver des stéréotypes également liés ou au véganisme ou à la consommation de viande. Par exemple, il est perçu comme extrêmement viril de manger de la viande et beaucoup de viande. Tu frappes comme un végétarien. À noter que les hommes ont tendance à consommer beaucoup plus de viande lorsqu'ils se retrouvent attablés avec des jolies femmes en période de fécondité. Et oui. Dans l'inconscient collectif, globalement, être vegan, c'est plutôt un truc de nana, et beaucoup de véganes d'ailleurs ont compris l'importance des stéréotypes dans la lutte pour faire entendre leurs idées, et essayent de commencer à les déconstruire petit à petit, et notamment ce lien entre véganisme et virilité. Au passage, pour la petite anecdote, la notion de nana, le terme nana remonte au 19e siècle, c'est un dérivé du prénom Anna, et ça désignait au départ la concubine du Mac. Toutes les chattes des plus comme moi, c'est pratique. Elles vont frotter toute la nuit. Pute, je suis ton Mac, alors suce ma vie gratuite. Oui. Bon, enfin ceci dit, il est quand même très intéressant de constater qu'il y a une corrélation assez forte entre justement les adeptes d'un certain type de végétarisme et de véganisme et les troubles dépressifs. Voilà, bon, je vais me changer moi.
Alors pour affirmer ceci, je me base sur des études de l'université de Graz, mais aussi sur les travaux de Johan Matta et Cédric Lemogne, qui est quand même basé sur plus de 90 000 cas. C'est un échantillon tout à fait respectable. Alors évidemment, si on rentre dans les détails des études, on se rend compte qu'il y avait des exceptions, que vous avez certains types de régimes qui entraînent moins cet aspect dépressif. Et également, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a certains mindsets qui permettent justement de contourner cette problématique-là, notamment les personnes qui sont végétariennes, vraiment pour des raisons de santé, parce qu'elles ont envie de prendre soin de leur santé, ne rentrez pas dans cette corrélation comme ça très importante avec les troubles dépressifs. Mais si on en reste à une approche globale, ça pose quand même une question simple. Est-ce que c'est manger végé qui rend dépressif, ou est-ce que ce sont les dépressifs qui se mettent à manger végétarien ? Alors, on est d'accord que je parle de certains végétariens, pas de tous les véganes ou de tous les végés en général, Je veux dire, je fais une espèce d'ouverture archétypale, comme ça, pour pouvoir penser la chose globalement. Je ne veux pas voir en commentaire Jean Exception qui arrive et oui, mais moi c'est pas pareil, nanana, nanana. Non, je fais un propos d'ordre général. Pareil pour Jean Pointilleux qui a envie d'aller dans l'étude et dire oui, mais dans l'étude, il montre que les gens qui mangent beaucoup de légumineuses, de pois chiches, de lentilles, machin, ils ont pas ce truc-là. Oui, là, je vais me servir de ces données pour faire une réflexion plus générale. Tu as compris où je veux en venir, tu te gères toi-même, d'accord ? Parce qu'il y a quand même des choses à dire en termes de profil psychologique. Nous avons tous croisé à un moment ou à un autre ces véganes faméliques qui faisaient soi-disant attention à ce qu'ils mangeaient. Est-ce qu'il était vivant quand tu es parti ? Oui, dans le coma, mais vivant. Qui te parlent de pleine santé en n'étant pas capables de faire 2 tractions sans vomir leurs poumons, et chez qui le régime alimentaire est en fait, quand on regarde bien, une tentative plus ou moins inconsciente de suicide larvé ou avorté. Ah, je crois que j'ai compris. C'est ça la mort à petit feu dont il parlait. Un nombre certain d'entre eux expérimentent un rapport relativement particulier ou singulier avec la vie, l'incarnation et tous ses corollaires. On va retrouver beaucoup de phrases de type moi je ne mange pas de viande parce que j'aime la vie et j'aime les animaux. Quand on gratte un petit peu au niveau clinique, on va se rendre compte qu'il y a en fait une fuite des contingences de l'incarnation et des frictions, des frottements que l'incarnation implique, puisque s'incarner, rencontrer une altérité, ça va amener des frictions. Or, avec le monde animal, il n'y a pas vraiment ces frictions. C'est pour ça qu'on conseille justement aux gens qui se remettent d'une dépression de prendre un animal, puisque ça permet de faire l'expérience d'une certaine forme d'altérité sans la friction, ou avec en tout cas une friction qui est une friction non névrotique, puisque la plupart des animaux échappent à ce genre de problématique. Mais là encore, voilà, ça prend la forme d'une fuite douce, subtile du monde des hommes et du monde de l'incarnation. Il y a en fait chez ce profil comme une forme d'idéal du soi, de soi idéalisé, de recherche de pureté via le refoulement de sa propre agressivité. Et en entretenant l'image de soi, de « ah, moi j'aime les animaux », machin, voilà, on continue de fuir sa propre agressivité. Cette forme de rejet de la vie peut s'incarner dans une forme de dégoût de soi, quelque part, de refus de soi, et ça va prendre la forme chez certaines femmes d'Aménorrhée, rejoignant par là Pline l'Ancien, lorsqu'il disait qu'il est difficile de trouver plus monstrueux dans ses effets que les écoulements périodiques. Et tu vas bientôt t'arrêter de saigner. Ce sont souvent des gens qui vont surinvestir la notion de nutrition, comme si leur valeur en tant que personne en dépendait. Compléments alimentaires, vitamines, crudivorisme, tout y passe, mais absolument rien ne va être laissé au feeling, à une forme de détente. Tenez ces deux-là. Le polyvalent, c'est le vert. Le X, c'est de s'assurer qu'on chope les vitamines A et D qu'elles contiennent. Celle-ci, c'est de l'eau, soluble, très concentrée. Les capsules marron, c'est de la vitamine E. Réserve l'endurance, combat la vieillesse et apporte aux petits oiseaux vigueur et santé. J'en prends 800 unités par jour. Et celles-là, mes petits gars, lécithine. Elles vont directement au capillaire, nettoient bien les parois et avec du sang propre, mon cerveau marche mieux. La bicomplexe relie tous les scénarios ensemble et élimine le stress. Les tablettes alpha-alpha sont des antitoxiques fantastiques. Mais ma favorite, y a pas de doute, c'est la vitamine C. Ce rapport de contrôle vis-à-vis de l'alimentation révèle en fait un rapport de contrôle vis-à-vis de la vie et de l'existence en général. Il y a une espèce d'équation mentale dans ce profil qui dit « je ne peux vivre que si je contrôle ». Et en général, cette équation mentale est profondément refoulée. Il y a des transhypnotiques qui viennent s'agréger par-dessus pour empêcher la prise de conscience. Et si d'aventure celle-ci devait advenir, si la personne devait sortir de transe et ouvrir les yeux, ça piquerait, ça ferait relativement mal. Et ça n'est pas pour rien que c'est refoulé. Parfois, ouvrir les yeux est quelque chose de très désorientant.
C'est en effet la principale fonction des trans hypnotiques, justement, que de maintenir dans l'inconscient des choses qui seraient impossibles de vivre comme ça consciemment. Ça n'est donc pas étonnant que le réveil soit douloureux. Dans la même veine, un papier de mai 2019 pour la revue Appétite étudiait à quel point le véganisme ou le végétarianisme était constitutif de ce que l'on appelle l'identité sociale. En clair, l'identité sociale, c'est l'ensemble des narrations qu'on se raconte à soi-même et aux autres pour se faire croire que nous avons une consistance, pour se présenter au monde. Le véganisme et le végétarianisme se retrouvent donc de façon extrêmement récurrente et répétée dans les récits sociaux que les individus se racontent et racontent aux autres vis-à-vis d'eux-mêmes. On retrouve ici un petit peu l'idée de devoir justifier son existence en adoptant vis-à-vis de soi ou de l'extérieur un point de vue profondément moral. On assiste bien souvent à ce que Merritt, Effron et Morin appellent en 2019 la compensation morale. En gros, c'est à peu près l'équivalent moral du crédit social chez les Chinois. En vous racontant que vous mangez des légumes, que vous agissez de façon morale dans votre relation aux animaux et à la nutrition, vous accumulez comme ça, telle une jauge, une espèce de capital moral, et une fois que ce capital moral est bien rempli et que votre jauge est au plein, un petit peu comme les spéciaux dans les jeux vidéo, et ben vous allez avoir le droit, ou en tout cas vous allez vous donner le droit d'adopter certains comportements, disons, plus discutables par ailleurs. Oh ça alors, il faut mieux mâcher vos aliments, monsieur Lapine. Et non, Pipoudou. Je ne crois pas que ces légumes soient passés par la bouche de monsieur Lapine. Docteur Lachatte, vous avez la clé du mystère? Je pense plutôt que monsieur Lapine a sélectionné des légumes ressemblant à des grosses verges en érection pour stimuler sa prostate par voie anale. Souvent, on va retrouver comme ça, chez ces profils dits orthorexiques, un conflit mimétique intrapsychique de refoulement de sa part d'ombre. Les individus vont alors grimper dans leur mental pour se créer un faux self où on se raconte qu'on protège la vie des animaux, qu'on est quelqu'un avec des valeurs, avec une déontologie, etc., etc. Libre à vous de vous suicider à petit feu en suivant le régime alimentaire d'un ours. Mais j'ai personnellement des principes d'hygiène qui m'engagent à plus de sobriété. Quelques fruits secs, des fèves, des lentilles et surtout beaucoup d'eau. Et jamais d'alcool, bien entendu. Alors qu'en fait, on est simplement en train d'entretenir via des trans hypnotiques une image fantasmée de soi, une image de soi altruisme, comme étant un être dénué de violence, d'égoïsme et d'agressivité. Ça sent la nature, ça sent l'écologie, tout ça. Nous sommes des gens impliqués, responsables, concernés par les problèmes de la planète. Et nous, on va rectifier le tir. Ce sont en général ceux-là qui vont cherry-piquer 2-3 notions de biologie mal digérées et vous expliquer que c'est contre les lois mêmes de la nature. Ils ont en cela de commun qu'ils modélisent les choses de façon statique, de façon essentialiste, de façon analytique, pour reprendre le vocable développé dans la vidéo qu'est-ce qu'on perd quand on gagne un débat. Ils ne réalisent pas en fait que biologiquement parlant, puisque la nutrition justement est quand même une conséquence de la biochimie, ils ne réalisent pas que biologiquement, eh bien, l'homme est un être qu'on a du mal à modéliser et qui est en perpétuel devenir. Et que quel que soit l'état de notre intestin, de notre dentition, et quoi que nous mangions, que ce soit légumes ou viande, produits de la ferme ou industriels, produits locaux ou exotiques, notre biologie s'y adaptera via les modifications épigénétiques et la sélection naturelle. Dès lors, je vous invite à laisser la science faire ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire décrire et non prescrire. Je vous rappelle que dans l'action, en tout cas dans l'action dans un monde chaotique complexe comme le nôtre, cela implique généralement l'usage d'heuristiques et que la question serait plutôt dans quelle mesure est-ce que je suis pleinement conscient des heuristiques que je mets en place pour agir. Vous me donnerez la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça. Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Donc vraiment, l'usage de la science pour déduire de supposées lois de la nature, pour justifier un arbitraire en réalité subjectif et idéologique, qui soit carniste ou vegan d'ailleurs, et ben c'est simplement en fait le niveau zéro de la réflexion.
Ce que l'homme appelle les lois de la nature n'est qu'une généralisation de phénomènes qui lui échappent. Mais oui, bien sûr, mais... Ne m'interromps pas. Mais bien sûr, c'est parfaitement humain, et cela répond aux besoins de ce que Harry Kruglanski appelle le besoin de clôture cognitive. Le besoin de clôture cognitive, c'est un biais cognitif, enfin en tout cas on pourrait le rapprocher d'une forme de biais cognitif qui consiste justement à vouloir conclure. Comme disait Éric Barré, conclure est une forme d'immaturité, et en hypnomachie, on va essayer de ne pas se faire avoir par cela. Il est en effet beaucoup plus économique de se réfugier dans une espèce d'action irréfléchie. Le message est très clair. Ah non, il est pas Action clair du tout, là. directe, maintenant. Action illégale sur Boucherie Abolition, maintenant. Abolition. Maintenant. Sur le Facebook Boucherie Abolition, action illégale. L'acte 9 commence maintenant. Plus jamais les porcs ne seront balancés. Action directe de justice maintenant sur Boucherie Abolition. Alors là, vous êtes en morse ou quoi? Acte 9. Acte 9 en direct maintenant. Comme le disait Nietzsche, le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante. C'est plutôt le contraire. Quand on l'a, on peut se payer le luxe du scepticisme. On est assez sûr, assez ferme, assez solide, assez engagé pour cela. Ainsi, il semble pertinent, à mon avis, de s'interroger sur est-ce que l'on est vraiment au service de la vie en ne mangeant pas de viande? Oui, probablement, mais l'est-on plus que ceux qui en mangent, En fait, réellement, on ne sert, quand on ne mange pas de viande pour sauver la vie, etc., on ne sert en réalité, on se met au service au service d'un seul des points d'équilibre de Nash possible du système. Mais on se raconte bien sûr qu'on est du côté du bien, voilà, et qu'on est du bon côté en fait du conflit mimétique. Je m'aime et je m'apprécie, moi. 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 Pour les habitués de la chaîne, notez au passage à quel point on est exactement dans la même métastructure de pensée que la vidéo sur les ravages de l'utilitarisme. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir après celle-ci et à constater à quel point la métastructure est totalement semblable, pour ne pas dire identique. Mieux encore, une étude britannique réalisée sur 1800 végétariens nous apprend que 37% d'entre eux consomment de la viande lorsqu'ils sont alcoolisés. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Nous y apprenons également que dans ce cas-là, dans les moments où ils mangent de la viande lorsqu'ils sont alcoolisés, ils sont 69%, c'est énorme, à le dissimuler, à le nier ou à éprouver un sentiment de honte ou assimilé. On est donc là bien dans des stratégies de fuite de soi qui ne font que singer la vertu. Pour information, et pour déculpabiliser nos amis véganes qui mangeraient de temps en temps un petit peu de saucisson, des études effectuées par IRM ont montré que le cerveau est attiré par la viande, y compris le cerveau des végétariens. Nous sommes littéralement câblés pour aimer la viande, on est programmé pour ça, et devenir vegan implique de ce point de vue la capacité d'inhiber cet élan naturel, et donc il est normal que la consommation d'alcool qui, vous le savez, tout le monde le sait, a un effet désinhibiteur, et bien justement ramène les véganes à consommer de temps en temps un petit morceau de jambon lorsqu'ils sont légèrement beurrés. Cette étude nous renseigne également sur les viandes les plus consommées par les végétariens lors de leurs écarts, et la viande qui arrive en premier avec 39% des occurrences, c'est le kebab. Kebab, il y a des kebabs ici. Toute la journée, j'ai fait du kebab. Salade, tomate, oui c'est mon tas. Derrière le comptoir, je prépare le pain, je le caresse de mes deux mains. Je suis le rappeur, le sandwich grec, mayo ketchup, sauce blanche côtelette. C'est tout un art de cuire le mouton, de faire des brochettes, mais pas de cochon. Chez nous, il y a des odeurs d'Orient qui resteront sur tous tes vêtements. La stratégie consistant à attendre de soi un niveau de rectitude, d'auto-inhibition et de discipline supérieur à ce que l'on peut réellement fournir, mène droit dans le mur, c'est assez intuitif, ça ne peut entraîner que des antitélies, et cela va entraîner naturellement le fameux retour du refoulé. Notez que la même logique peut s'appliquer également dans l'autre sens. Ainsi, aux États-Unis, le président Trump est récemment revenu sur le programme santé d'Obama, de Michelle Obama, qui encourageait justement la présence de crudités, de légumes au maximum dans les écoles.
Il faut savoir que dans bien des milieux modestes, qui n'ont pas forcément les moyens de faire manger aux enfants plusieurs repas par jour, eh bien, le déjeuner qui est servi dans les écoles est le seul repas réellement équilibré de la journée. Car la modération est la clé de voûte de la minceur, bien entendu. Ah, par contre, on peut s'accorder de temps à autre un peu de verdure. Mais gardez la main légère, hein. Sinon l'indigestion peut vous guetter. Voilà. Je vous rappelle quand même que pour le Congrès américain, la pizza est considérée comme un légume. Enfin, manquerait plus que Donald Trump commence à se prendre pour un expert en nutrition et nous vante ainsi les mérites de la consommation de viande ou d'ailes de poulet. Suis-je un expert en aile de poulet? Non. Mais je peux vous dire ceci, l'aile est la meilleure partie du poulet. Meilleure que la tête, meilleure que le torse, meilleure que le dos. À la Donald Trump House of Wings, nous vous les proposons avec 5 niveaux d'épices différents. Normal, épicé, triple alarme, suicidaire et qui tricote avec l'enfer. Oui, en fait, je dois vous bruiter ça à la bouche, c'est le robot YouTube qui ne voulait pas que je vous laisse profiter de ces images et je m'étais dit vraiment que c'était dommage. Cette chorégraphie dans laquelle Donald Trump nous transmet sa passion fondamentale pour la danse mêlée au business, je me disais, valait absolument le coup d'œil. Ah, il est polyvalent, le Trump, au moins il mouille le maillot, ça on peut pas lui enlever, De plus en plus d'études sortent comme ça sur l'impact de la nutrition, sur plein de domaines du psychisme différents, notamment donc il y a pas très longtemps on a établi de façon claire un lien entre la dépression et le microbiote et l'état du microbiote. On sait par ailleurs, par exemple, que les jurés et les juges en général prononcent des sentences beaucoup plus sévères un petit peu avant midi quand il y a leur cerveau limbique qui fait et que à l'inverse ils proposent des sentences beaucoup plus légères une fois qu'ils sont vraiment apaisés après avoir mangé. Vous avez comme ça l'Institut de psychologie de Lübeck, où ils ont étudié l'impact du taux de protéines et de glucides du petit déjeuner sur le psychisme. Alors, un petit déjeuner avec un haut taux de protéines et un bas taux de glucides vous rend beaucoup plus à même d'accepter sans broncher des offres relativement injustes. Et l'inverse, donc à contrario, un taux de glucides très élevé dans votre petit déjeuner vous rendra beaucoup plus intransigeant. C'est la conséquence directe du taux de tyrosine dans le sang, elle-même qui agit sur le taux de dopamine. Cette dopamine qui intéresse tant les chercheurs, parce qu'on en avait déjà parlé dans la vidéo sur les smartphones, les écrans, etc. Mais c'est une façon royale pour aiguiller discrètement les comportements humains. En ce moment, la recherche se porte beaucoup sur le fameux gène DRD4. Non, R2, j'ai dit DRD4, et en particulier sa 7e allèle, qui prédisposerait plus ou moins les individus à adopter des activités qui leur permettraient de sécréter des taux élevés de dopamine. Il y a des petits porteurs de dopamine, des gros porteurs de dopamine, et donc ça entraîne des grosses différences en termes comportementaux. On a également constaté dans la même veine des liens entre l'alimentation et le passage à l'acte, la délinquance et les actes violents. Enfin bref, la recherche est en train d'exploser littéralement sur ce sujet et a priori dans la décennie qui va venir, nous allons probablement faire d'énormes découvertes sur les liens entre le psychisme et l'alimentation. Plus que jamais, toutes ces informations nous invitent à réfléchir, à penser, à conscientiser ce que nous sommes. Bien sûr, au départ, on pourrait être tenté de penser que se nourrir à l'instinct est une bonne idée. Encore faut-il que cet instinct soit correctement éveillé. Sinon, le risque reste relativement élevé que chacun se contente de suivre sa pente et d'y sombrer petit à petit. Les véganes devenant toujours plus intégristes, et les carnistes toujours plus inconscients et insensibles. Mais je tue pour le plaisir moi-même, madame. Ah oui, donc mais ça je l'assume complètement. Mais comme des hommes et des femmes, mais ça fait sourire monsieur Bougardibo. Ah ouais, pas comme tout le monde, je m'excuse de distinguer, mais là franchement, je ressens pas la même chose. Comme des hommes et des femmes le font depuis que l'homme est sur cette terre. Il le faisait pour se nourrir. Je vous rappelle l'histoire, la culture, les traces culturelles que la chasse a laissées dans ce pays. Les chasseurs ne sont pas des barbares. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, sous la poussée
d'une intelligentsia parisienne dont un certain nombre de gens autour de nous sont des représentatifs, on décrète que la chasse est amoral et qu'il est amoral. Vous ne pouvez pas dire ça, Pierre de Mais si, Braguela. je le dis. Non, je le dis. au moment où on Mais parle de cohabitation, de préservation de la sensibilité animale. Je suis le premier à vouloir cohabiter, mais ne me dites pas, vous n'avez pas plaisir à tuer. Oui, je l'ai, je l'assume, madame. Vous dites j'aime tuer, comme Thierry Coste, qui est lobbyiste des chasseurs, dit qu'il aime tuer, il assume. Il l'a dit, je le dis de la même manière. Je dis pas que je chasse pour ça, je chasse pour la quête, comme l'a expliqué beaucoup mieux que moi monsieur Balzac et plein de gens. Mais lorsque je donne la mort à un animal, ce qui m'arrive, je ne le cache pas. Et vous comprenez que ça puisse choquer. Vous comprenez que ça puisse choquer profondément. Mais je comprends que ça puisse choquer. Je comprends que ça puisse choquer. Qu'on vienne tuer dans notre jardin parfois aussi. D'accord. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on m'impose un ordre moral. Bon, il y a plein de choses qui me choquent dans la vie. Non, mais il y a des règles. Il y a plein de comportements de gens. Pour autant, je ne demande pas qu'ils soient interdits. Et les règles sont des règles de chasse. Elles doivent être appliquées absolument. Moi, j'aime passionnément les animaux. Vous savez, je vais dire une phrase qui volontairement va vous choquer. Moi, je chasse par amour. Non, un des points qui va être passionnant et qui risque fort de changer complètement le rapport à la viande des uns comme des autres, c'est l'arrivée massive de la viande synthétique à bas prix. Ces morceaux, c'est de la vraie viande de bœuf. Mais elle ne vient pas d'un animal. Elle a été conçue à partir de cellules cultivées en laboratoire. C'est étonnant, mais on sent vraiment une élasticité de fibres. Pas du tout de la viande hachée, toute molle, quoi. Il y a vraiment c'est une tranche, quoi. On sent vraiment les fibres du muscle, enfin, comme si on avait coupé une vraie tranche de viande, en fait, quoi. Exactement. Encore invisible à l'œil nu, les cellules sont plongées dans un liquide nutritif qui contient, nous dit-il, du sucre, des acides aminés, des vitamines. Elles vont alors se multiplier. Ça, c'est des cellules qui ont été intégrées à peu près 2 semaines. Et donc, elles commencent à interagir entre elles. Après 2 ou 3 semaines, elles forment ces morceaux de quelques centimètres. Des fibres, du muscle. Selon Didier Toubia, de la vraie viande, sans antibiotiques, sans hormones de croissance, sans souffrance animale. En attendant, nos systèmes limbiques à la recherche de stimulation facile restent des cibles de choix pour les influenceurs, les marketeurs de toutes sortes. Regardez ici comment est-ce qu'on est en train de présenter des aliments sous un jour meilleur afin de pousser à l'acte d'achat. Il s'agit ni plus ni moins de dissocier la représentation mentale que vont avoir les individus du produit de ce qu'ils vont manger réellement. Ensuite, les individus vont réduire cet écart grâce à la dissonance cognitive. On a ainsi pu vendre de la merde sous le seuil de conscience aux individus grâce au marketing. Vous le savez, sans une éducation particulière à la nutrition, on a tendance à se ruer sur le sucre. Vive le chocolat! Et sur le gras. Les oies! C'est bon parce que ça est gras. On adore le gras, hein. On est conditionné pour adorer le gras. Pour la petite anecdote d'ailleurs, la margarine était un produit qui a été créé suite à un concours qui avait été lancé comme ça par Napoléon pour trouver un substitut au beurre. Comme je sais que certains d'entre vous me disent qu'ils adorent apprendre de nouveaux mots grâce à Hypnomachie, là je vous en donne un, c'est cadeau, c'est le terme frigo-tartinable. Et frigo-tartinable, un produit comme ça qui a une consistance qui reste la même lorsqu'on la met au frigo. Ainsi la margarine donc, ou le beurre sont des produits frigo-tartinables. La margarine un peu plus que le beurre, hein, et le Nutella par exemple n'est pas du tout un produit frigo-tartinable. Une des notions dont très peu de personnes ne parlent et qui sont pourtant passionnantes, c'est aujourd'hui à l'heure du coronavirus, à l'heure où l'humanité commence à réfléchir en termes de prévention des futures pandémies qui pourraient surgir comme ça. Il y en a qui parlent de la fonte des glaces et de virus planqués dans les glaces qui pourraient revenir, etc. Bref, peu importe si les virus à venir sont une création humaine ou simplement des aléas qu'on ne sait pas expliquer, ça n'est pas la question. On sait aujourd'hui qu'une stratégie mixte est beaucoup plus résiliente qu'une stratégie pure. Dit autrement, si tout le monde fait la même chose, il suffit qu'il y ait une maladie qui prenne tout le monde à revers et c'est fini. Alors que s'il y a tout le monde qui fait différentes stratégies, il y a peut-être une partie de l'humanité qui se fera dégager, mais une autre partie qui pourra rester et s'adapter. Or,
Le marketing est la plupart du temps orchestré, mis à part les petits restaurants de province locaux, les petites PME bien sûr, mais par des grands groupes agroalimentaires qui essayent donc de standardiser leurs produits, histoire de faire baisser la complexité cognitive. Évidemment, ils s'adaptent aux particularismes locaux, hein, mais globalement, vous pouvez aujourd'hui manger l'équivalent d'un Big Mac dans la plupart des grandes capitales du monde. Même si effectivement, voilà, à Singapour, à Jakarta, ce sera pas tout à fait pareil qu'à Rio, ils vont vous donner des petits détails, mais enfin, le gros reste, c'est pareil pour les pizzas, c'est pareil pour les sushis, etc., etc. Donc on a une mondialisation aujourd'hui de l'offre commerciale agroalimentaire, et cette mondialisation va avec l'adoption de stratégies pures, puisque aujourd'hui, plus ça va, plus on mange de plus en plus la même chose partout sur la planète. Et ça amène aussi une homogénéisation de ce qui se passe dans notre microbiote, puisqu'on a une standardisation, justement, de l'ADN et de l'ARN que l'on ingère. Ça finit par nous façonner et ça finit par nous standardiser et donc par affaiblir l'immunité planétaire face à une menace que l'on ignore encore. Sur ce sujet, comme dans tant d'autres, nous sommes là encore une nouvelle fois juges et partis dans un système d'une infinie complexité. Il est très difficile d'identifier quelles sont les bonnes stratégies. Identifier les mauvaises stratégies, ça on n'est pas encore trop à côté de la plaque là-dessus. Mais identifier les bonnes stratégies, c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à faire. Les mauvaises stratégies, évidemment, éviter si possible tout ce qui est junk food et merde industrielle. Regardez ça. Un burger en conserve qui a l'air quasiment intact. On dirait que quelqu'un l'a commandé du McDo et l'a mis directement dans une conserve. Par contre, la viande, on dirait qu'elle a un petit teint jaune, elle a l'air horrible. J'ai pas fait le test d'odorat. Je vais pas vous cacher que j'ai bloqué mon nez automatiquement. Le pain a l'air encore frais. Par contre, regardez la viande. Ça a l'air horrible, ça a l'air dur. Des fois, je me demande vraiment, mais qui sont les gens qui mangent ces choses? Ça se vend quand même, hein. Faire attention de ne pas tomber dans une espèce de rigorisme comme ça excessif qui coupe de la vie et du vivant. Être assez à l'écoute de son enfant intérieur, comme ça, pour s'autoriser de temps en temps un petit écart, une petite récréation avec un petit quelque chose de sucré et de sympa. Je suis et si Dieu le veut, arriver à un état de lâcher-prise qui peut prendre l'apparence extérieure d'une ascèse alimentaire, mais qui ne sera absolument pas ressenti comme tel de l'intérieur. Hein. Comprenez bien qu'essayer d'arriver à cet état par la volonté ne générera qu'antitélie sur antitélie. Je ne fais aucun cheat meal par semaine parce qu'en réalité j'en fais un peu tous les jours. Alors vous l'avez compris, il ne s'agissait pas dans cette vidéo d'opposer les carnistes aux véganes. Hein. D'ailleurs, lorsqu'on est sorti justement de cette adolescence nutritionnelle et qu'on est devenu adulte, on ne ressent généralement plus le besoin de se ranger dans une case ou alors dans une case très large de type flexivore et autres. Et on est simplement libéré des différentes idéologies concernant l'alimentation et la nutrition, puisqu'on est capable de se poser dans son soi, de se sentir, et de sentir également les possibilités offertes par l'environnement, et simplement de faire ce que l'être humain fait le mieux, s'adapter. Je terminerai donc avec une citation de Krishnamurti, qui n'est pas directement en lien avec la nutrition, mais qui, je pense, pourra faire un petit pont et parlera peut-être à ceux qui savent lire un peu entre les lignes. C'est la peur qui vous fait croire que vous êtes vivant, que vous allez mourir. Ce que vous ne voulez pas, fondamentalement, c'est que cette peur s'arrête. Voilà, et cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la récompenser avec un petit pouce comme ceci, t'abonner, si jamais ça n'est pas déjà fait, la cloche, tout ça, pour être sûr d'être notifié quand une nouvelle vidéo sort. Tu connais ce blabla habituel des youtubeurs. Merci beaucoup aux tipeurs qui me permettent de dégager du temps pour vous faire ces contenus gratuits, donc merci à eux. Merci à ceux qui rejoignent la communauté sur la page Facebook Hypnomachie, on peut discuter justement des vidéos et puis des petits billets que je vous mets régulièrement. Merci à ceux qui rejoignent aussi donc les tipeurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, les conseils de lecture sont sur le site hypnomachie.com, je vous l'avais déjà dit mais je le redis à chaque vidéo. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Allez, salut Internet. คุณท่านคะข้าวต้มร้อนๆค่ะฉันไม่กินอ่ะคุณท่านทำไมทำแบบนี้ล่ะคะหนูตั้งใจทำมาให้คุณท่านนะคะฉันอยากกินอะไรที่อร่อยๆเป็นคำสุดท้ายคุณท่านอยากจะกินอะไรคะเดี๋ยวหนูทำมาให้ฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอยผักกวางตุ้ง
Bok choice มี Bok choice ไหมคะ อ๋อ กวางตุ้งเหรอ ไม่มีหรอก ฮะ อะไรนะ ไม่ใช่หน้ามัน หาทั้งตลาดก็ไม่มีหรอก แล้วฉันจะหามันได้ที่ไหนล่ะคะป้า ไปตามดิเรกชันนี้ กวางตุ้ง Bok choice กวางตุ้งน้ำมันหอย กวางตุ้ง Bok choice กวางตุ้ง กวางตุ้งลุง มี Bok choice ไหมคะ ฮะ ผักกวางตุ้งอะค่ะลุง ก็เหยียบอยู่นั่นไงแล้ว ทำไมมันเล็กจังอะ มันไม่ใช่หน้ามัน แต่คุณท่านอยากกินกวางตุ้ง กวางตุ้ง 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 กวางตุ้งอะกวางตุ้งอะลุงเข้าใจหรือไว้อะลุกขึ้นมาหนูจะไม่ยอมลุกจนกว่าลุงจะทำกวางตุ้งให้หนู กล้องอยู่ตรงนี้ครับ โดนบังคับแบบนี้แล้ว จะทำไงได้ เอาละลุงจะทำให้ จริงนะลุง แต่ว่าลุงไม่อยากให้หนูได้รู้ได้เห็นอะไร ได้ค่ะลุง กวางตุ้ง ผักนอกฤดูแม้จะดูสวย แต่เสี่ยงมีสารเคมีที่อันตราย ปลอดภัยกว่าแค่หันมากินผักให้ตรงตามฤดูกาลผลักดันให้ผักนำ